Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernice, responsable du marketing et des communications à Face Coalition. Merci de vous joindre à nous pour le dernier webinaire de TD propulsé par l'entrepreneuriat noir. Cette série a été conçue pour outiller les entrepreneurs noirs et leur fournissant des connaissances sur les plans d'affaires, la déclaration fiscale et les projections financières. Des documents essentiels pour tout propriétaire d'entreprise, mais aussi des services qui seront offerts aux candidats retenus dans le cadre du programme TD Propulser l'entrepreneuriat noir, lorsque notre appel à candidature débutera en septembre. Je suis ravie d'avoir avec moi Tamara, la coordinatrice du programme, qui vous donnera plus de détails à la fin de la présentation d'aujourd'hui et qui introduira notre conférencière invitée. Tamara, à toi la parole. Merci beaucoup, Bernice, pour l'introduction. Et actuellement, j'ai l'opportunité de présenter Steve Ehunu, CPA auditeur et associé au sein des services de certification de MNP à Montréal. Soucieux d'établir un lien de confiance avec ses clients, Steve fournit des conseils d'affaires, des services d'audit et de fiscalité aux sociétés et aux particuliers. Il compte plus de 15 ans d'expérience dans la prestation de services à des sociétés de divers secteurs, notamment ceux de la fabrication, des énergies renouvelables, de la vente au détail et de l'automobile. Il sait également d'une quinzaine d'organismes sans but lucratif dans le domaine des soins médicaux, du tourisme, de la gastronomie québécoise, de la culture, de l'entrepreneuriat et de l'éducation. Steve fournit des conseils d'affaires, des services d'audit, d'examen et de compilation, ainsi que des services de fiscalité aux entreprises, aux organismes à but non lucratif et aux particuliers. Il lui importe de fournir un service de grande qualité en tout temps. Dans son rôle d'associé, il est fier de pouvoir trouver des solutions qui répondent aux demandes de ses clients ou de guider ces dernières vers les experts ou les personnes qui seront en mesure de les aider. Steve a obtenu le titre de comptable professionnel agréé et de comptable agréé en 2011. Il est diplômé en comptabilité publique de HEC Montréal. À côté administratif, si jamais vous avez des questions en cours de ces séances, s'il vous plaît, les écrire dans la boîte de Q&A. Je pense que vous pouvez trouver les boîtes au fond de votre écran. Si ça n'apparaît pas, vous pouvez cliquer sur le bouton More et la boîte de Q&A sera là. Et aussi, juste pour vous rassurer que ces séances, nous sommes en train de l'enregistrer et elle sera téléchargée sur notre page de YouTube de Fast Coalition. Merci et à vous, Steve, la parole. Merci Merci. Tamara, merci Bernice, que je vais partager mon écran. Merci pour la belle présentation. Puis là, vous me direz si tout est beau. Tout est beau? Super, super, super. Donc, Tamara a fait une belle job. J'ai rien, j'ai rien à rajouter. Fait que vous me connaissez bien maintenant. Steve Eonou, associé à MNP. Donc aujourd'hui, on va regarder déclaration d'impôt pour votre entreprise. C'est ce que ça prend. On va parler un peu de fiscalité. C'est pas juste la conformité. On va regarder aussi la fiscalité, planning fiscal, comment garder un peu plus d'argent après impôt dans ses poches. Donc, on va essayer de brosser le tout. Et puis aussi, les, euh, comment dirais-je, et puis aussi les moyens de pouvoir grossir votre richesse générationnelle avec votre compagnie. Donc, c'est un peu ça le plan de match de cette présentation. Et puis, à la fin, je prendrai des questions.
Donc, moi, je suis associé de MNP. MNP, on est comme une firme comptable qui est présente sur le marché canadien depuis plus de 60 ans. On dessert majoritairement euh, le mid-market, donc les entreprises privées et puis les organismes à but non lucratif. On fait aussi des compagnies publiques, mais le gros de notre marché, c'est vraiment vous autres, les entrepreneurs, les compagnies en démarrage, compagnies en croissance, compagnies qui changent de génération, succession. Donc, c'est vraiment ça notre marché. On se spécialise là-dedans. Et puis aujourd'hui, je suis là pour vous partager un peu de notre connaissance. Et puis, on va parler aussi du programme TD, Proper Lean Black Entrepreneur, pour pouvoir voir dans quelle optique vous pourrez avoir des services de MNP subventionnés par la TD. Donc, ça, c'est vraiment l'empreinte de MNP. On est partout au Canada. Au Québec, on a 160 associés, 1300 employés. Donc, belle présence au Québec aussi. Donc, partout au Québec, bon, chaque la séance est en français. Donc, je suppose que tout le monde vient du Québec ou Nouveau-Brunswick. Mais on est partout au Canada, là. Et puis, toutes les communautés francophones des autres provinces, on dessert tout le Canada d'est en ouest. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, on parle aujourd'hui d'introduction à la production de déclarations d'impôts, déclaration de revenus et des entreprises. Donc, c'est bon pour vous en tant qu'entrepreneur de comprendre euh, vos obligations fiscales. C'est essentiel parce que on va le voir tout au long de la présentation, là, on ne veut pas se retrouver dans une situation où on a un défaut par rapport au gouvernement parce qu'on peut avoir des intérêts, on peut avoir des pénalités, on peut avoir son compte bancaire saisi. Donc, il y a beaucoup de conséquences qui viennent avec euh, ne pas comprendre vos obligations fiscales et puis ne pas avoir une bonne conformité fiscale. Ça impacte directement votre gestion financière. Donc, c'est très important. On va regarder cet aspect-là. La présentation va couvrir différents aspects de déclaration de revenus, les taux d'impôt, comment optimiser votre fiscalité pour les entreprises canadiennes. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel. Peut-être que vous savez c'est quoi les formes d'incorporation, différentes formes d'incorporation qui existent. Pour la présentation, on va se focuser sur l'impact fiscal sur les corporations, donc les sociétés par action. Mais je trouve que c'est vraiment important aussi que vous sachiez c'est quoi d'autre qui existe. Ça sera juste un rappel. Ceux qui le connaissent, tant mieux. Ceux qui ne le connaissent pas, ça pourrait être un sujet dans votre liste de questions. Donc, le premier type d'entreprise qu'on a sont les entreprises individuelles, donc comme on appelle communément travailleurs autonomes. Donc, dans le fond, ici, il n'y a pas de séparation entre l'entreprise et l'entrepreneur. Donc, tout ce qui rentre dans l'entreprise, revenus, dépenses, est imposé au niveau de l'entrepreneur. Ce qui fait en sorte que l'avantage, c'est que c'est facile, c'est pas coûteux, il n'y a pas de gros états financiers à faire, pas de grosses déclarations, c'est votre même déclaration d'impôt personnel qui sert d'impôt et qui sert de déclaration pour la compagnie. Cependant, en termes d'inconvénients, responsabilité illimitée. Donc, si jamais il y a des poursuites judiciaires au niveau de votre entreprise individuelle, vos actifs sont à risque. Les actifs de votre conjoint ou conjointe sont à risque. Donc, le monde vous poursuit, ils ont accès à tous vos biens. Donc, ça, c'est vraiment un inconvénient. Si vous faites du cash, beaucoup de cash en tant qu'entreprise individuelle, le taux d'impôt est très élevé. On va le voir plus tard dans la présentation. Les taux d'impôt au niveau personnel vont jusqu'à 53% de taux marginal. C'est beaucoup. Euh, c'est difficile d'obtenir des capitaux. Par exemple, il n'y a pas de crédit d'impôt particulier pour des entreprises individuelles. Et, si vous voulez un prêt, c'est un peu plus compliqué qu'une société par action. Donc, c'est vraiment ça les avantages, les inconvénients, sans forcément entrer dans trop de détails. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le Q&A et puis je pourrai rentrer plus en détail. L'autre forme de sociétés dont on va parler, les sociétés en commandite. Sociétés en commandite, ou communément appelées en anglais les limited partnership, c'est comme un flow-through. Donc, c'est
une société qui est mise en place où tous les revenus et puis les dépenses sont redistribués à chacun des associés de la compagnie. Donc, on partage le risque, c'est une gestion partagée. On le voit beaucoup dans le domaine de l'immobilier ou souvent dans le domaine de levée de fonds. Donc, les capitaux de risque, les fonds d'investissement, ils partent d'une société en commandite, ils vont chercher l'argent de différents partenaires et puis les revenus sont redistribués au fur et à mesure, ce qui n'est pas forcément le cas pour une société par action qu'on va voir en dernier puis qu'on va focuser là-dessus tout le long de la présentation. L'inconvénient, les prises de décision peuvent être difficiles. Imaginez, vous avez 80 associés, 80 limited partners. Pour prendre une décision, ça peut être compliqué. Chaque associé peut être responsable. Donc, moi, en ce moment, je suis dans un partnership, société en commandite MNP. Je suis associé de MNP. Donc, les risques que mes autres associés prennent, des dettes personnelles, euh, n'importe quoi qu'ils prennent au niveau personnel peut avoir un impact sur moi personnellement parce que je suis associé avec eux dans MNP. Donc, c'est de faire vraiment attention à ce volet-là. Prochain type d'entreprise que je voulais regarder, c'était les organismes à but non lucratif. Faites attention, si vous voulez avoir le statut de bienfaisance, c'est bon, vous pouvez aller collecter des dons. Cependant, il y a un certain nombre de conformités fiscales dont vous devez faire attention. La plus commune, c'est le contingent de versement qui est marqué sur la slide. Dans le fond, vous devez faire un minimum d'activités de charité. Il y a une déclaration de charité qui doit être préparée. Il y a un calcul sur le minimum que vous devez faire à chaque année. Donc, c'est bien beau de collecter des dons. Le gouvernement vous impose de faire des activités de bienfaisance obligatoirement jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est bon à savoir. Si vous ne les faites pas, il y a des pénalités. Ça peut aller jusqu'à la révocation de votre statut de bienfaisance. Il faut faire attention aussi pour les organismes de charité qui sollicitent des fonds publics, donc aller chercher des dons de monsieur, madame. Montrement que les dons arrivent à un niveau, je pense que c'est 250 000 $. Si vous êtes organisme de charité incorporé au fédéral, vous avez à faire un audit de vos états financiers. La semaine passée, j'ai présenté sur l'audit, élaborer les états financiers. Dans le fond, en résumé, c'est un processus qui est très long, très pénible, qui demande beaucoup de travail. Donc, c'est bon pour vous, en tant que propriétaire de votre compagnie, de savoir c'est quoi les restrictions, c'est quoi les différentes exigences que vous allez avoir à suivre. Il y a une exonération fiscale, il n'y a pas d'impôt à payer. Cependant, le régime de taxes indirectes est très, 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 très complexe. Très complexe, TPS, TVQ, extrêmement complexe. Faites appel à un expert. Nos portes sont ouvertes si jamais vous avez besoin de ce service-là. C'est très complexe. On ne veut pas se tromper parce que le gouvernement remet forcément la faute à l'entrepreneur ou au conseil d'administration pour l'OSBL parce que le conseil d'administration n'aurait pas forcément agi avec diligence en n'allant pas se faire conseiller pour la TPS TVQ. Donc, j'ai passé un peu de temps sur les organismes à but non lucratif. Ce n'est pas expérience. J'ai beaucoup d'organismes qui se retrouvent dans des situations précaires avec le gouvernement. Donc, je voulais juste vous passer ce message pour que vous fassiez attention si jamais vous êtes dirigeant d'un organisme à but non lucratif. Prochain type d'incorporation, et puis c'est avec celle-là qu'on va continuer, dans le fond, la présentation, parce que la plupart des incorporations au Canada sont des sociétés par action. Qu'est-ce qu'on entend par société par action? C'est un véhicule qui est créé, qui sépare économiquement son actionnaire de l'entreprise. Donc, il y a une séparation économique, il y a une séparation légale entre vous et puis la société par action. Donc, ici, ça vous donne une responsabilité limitée. Donc, si la société par action est poursuivie légalement, ben, vous n'êtes pas poursuivi, vous, personnellement. Donc, vos biens personnels sont protégés. C'est juste les biens de la société par action qui sont à risque. Donc, j'ai déjà dit séparation juridique. Si vous voulez faire affaire avec le gouvernement, avoir des subventions, avoir un crédit, avoir n'importe quel deal avec le gouvernement, souvent, c'est demander une société par action.
du financement, c'est plus facile d'aller à la banque, avoir une société par action, des états financiers tout bien structurés et puis demander un crédit. Le taux d'impôt est beaucoup plus bas que celui des particuliers. On peut aller aussi bas que 13% au Québec versus 53% au niveau des particuliers. C'est une méchante différence, une grosse différence qui permet de faire beaucoup de planification fiscale. On pourra le regarder plus tard dans les slides, mais puis si vous avez des questions, je pourrais les regarder aussi. Protection d'actifs, c'est important avec les sociétés par action, on est capable de protéger la richesse, on est capable de faire grossir la richesse, mais aussi protéger votre richesse en dedans de la société par action. Donc, on pourra regarder quelques exemples aussi ensemble. Inconvénient, c'est la forme la plus coûteuse, ça prend des frais, fait des états financiers, fait une déclaration d'impôt, déclaration de TPS-TVQ. Donc, c'est des frais professionnels récurrents. Ça implique beaucoup de travail aussi de votre part au niveau administratif pour garder toute la paperasse, avoir un système comptable. C'est sûr que vous pouvez vous faire aider, mais ça reste que c'est du travail. Mais on va le regarder là. C'est de faire une analyse coût-bénéfice. Fait une analyse coût-bénéfice, on parle d'une différence de 40% d'impôt entre le régime personnel et puis le régime corporatif. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis, il faut vraiment y penser avant de prendre la décision. Prochaine slide, c'est vraiment, j'ai mis quelques exigences fiscales que vous devrez savoir en tant que, puis là, on parle d'une société par action. Généralement, déclaration d'impôt annuelle à produit, même si la déclaration d'impôt, vous allez le voir en troisième point, elle est due. On doit l'envoyer au gouvernement 6 mois après la fin de l'année. Si jamais vous avez de l'impôt à payer, l'impôt est payable 2 à 3 mois avant la fin d'année fiscale. Donc, si vous êtes un 31 décembre, l'impôt peut être payable pour des plus petites compagnies 2 mois. Donc, d'ici la fin février, suivant votre fin d'année, c'est payable. Si vous ne payez pas, il y a des intérêts, il n'y a pas de pénalité, mais il y a des intérêts qui s'accumulent. Et puis en ce moment, au niveau du gouvernement fédéral, 10% d'intérêt, Québec, 10%. C'est mieux de payer son impôt et puis aller réinvestir son argent et puis faire ce 10% là, ailleurs dans vos rendements. Là. Donc, on ne veut pas payer 10% de plus au gouvernement. Donc, c'est bon de retenir ça. Beaucoup de gens savent que c'est dû 6 mois après la fin de l'année. Le filing, donc envoyer la déclaration d'impôt, mais ne savent pas forcément le paiement. Je parle aussi des acomptes provisionnels. C'est bon à savoir. Et puis, nous, on le dit à tous nos clients. La plupart du temps, c'est basé sur l'impôt de l'année d'avant. Bon, du moment que vous avez 3 000 $ et plus d'impôts l'année précédente, vous devez faire des paiements mensuels d'acompte provisionnel. Donc, c'est bien important de faire les paiements à temps. Sinon, il y a des intérêts, il y a des pénalités. D'autres exigences, si vous avez de la TPS-TVQ, il y a plusieurs régimes, mensuels, trimestriels, annuels, s'assurer de filer, s'assurer de collecter, mais donner l'argent au gouvernement. Au Québec, il y a un 15% de pénalité upfront si jamais vous ne remettez pas le cash au gouvernement. C'est beaucoup, là. 15%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En plus ça, c'est juste une pénalité. En plus de ça, il y a les intérêts. Donc, il faut justement faire vraiment, vraiment attention pour pouvoir régulariser votre situation et puis vous assurer de donner les montants dus au gouvernement. Remise des retenues à la source, habituellement, c'est dû le 15 du mois suivant. Il y a quelques exceptions pour les bonis et puis toutes ces affaires-là, mais il faut faire vraiment attention de savoir tout ça ou d'engager quelqu'un pour vous aider si jamais ça devient parce que c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de choses qu'il y a à savoir. Vous ne pouvez pas toutes les savoir, vous n'êtes pas forcément formé là-dedans. C'est notre travail, c'est ce qu'on fait au jour le jour depuis plusieurs années. Donc, ça nous ferait un plaisir d'aider, de vous aider ou d'utiliser votre comptable pour vous aider dans ce genre de tâches-là. J'ai mis 3 autres requirements qui sont mes exigences fiscales qui ne sont pas vraiment très, très connues parce que c'est relatif à de la fiscalité internationale. Tant qu'à y être, on ne sait jamais dans quelle situation vous pouvez vous situer.
Cependant, T11, T1135, T1135, c'est vraiment une déclaration d'information. Et puis ça, c'est tant au personnel qu'au niveau corporatif. Si vous avez un bien étranger de plus que 100 000 dollars en coût, il faut le déclarer. Si le bien est détenu par la société, il faut le déclarer. Vous n'avez pas forcément besoin de payer de l'impôt là-dessus, mais le gouvernement veut le savoir. Si le bien est détenu au personnel, je prends un exemple, vous avez un condo en Floride, il vaut plus que 100 000 dollars, ça se peut que vous ayez à le déclarer dans une T1135. Vous avez un compte d'investissement avec de l'investissement américain, de l'investissement partout dans le monde qui vaut plus que 100 000 dollars en coût à n'importe quel moment dans l'année, vous devez déclarer. Là, la T1135, c'est des pénalités de 2500 par année qui ne sont pas filées. Donc, il faut faire vraiment attention. Okay. T1134, c'est dû 10 mois après la fin d'année fiscale. T1134, ça, c'est vraiment pour des compagnies qui détiennent des filiales ou des affiliés à l'étranger. C'est quoi affilié? C'est une compagnie dans laquelle on a plus que 10%. Donc, ces compagnies-là doivent être reportées dans votre déclaration d'impôt. Si ce n'est pas fait, 2500 de pénalités, ça s'accumule. Là. Et puis, c'est par compagnie. Vous avez 2, 3 compagnies, ça monte. Là. Ça peut être des dizaines de milliers de dollars à payer. T106, c'est du 6 mois après la fin de l'année. Ça se fait même la déclaration d'impôt. Ça, c'est pour des transactions avec justement les affiliés. Mais ici, il y a une limite là. Il faut que les transactions cumulées soient plus que 1 million de dollars. Donc, beaucoup de startups ne rentrent pas là-dedans. Et plus vous commencerez à grossir, plus c'est des choses qu'il faut faire attention. Si jamais, OK, vous êtes dans la situation que vous découvrez aujourd'hui ces formulaires-là, vous avez hérité de quelque chose, vous découvrez que vous avez des biens à l'étranger qu'il faut déclarer, il y a un processus pour pouvoir éviter les pénalités. Donc, c'est un processus de divulgation volontaire, c'est un processus légal qu'on fait avec certains de nos clients qui veulent divulguer. Dans le fond, on va divulguer au gouvernement sans donner votre nom ou le nom de votre compagnie. On divulgue au gouvernement, OK, tel contribuable a tel actif qui n'a pas déclaré, il voudrait le déclarer. On fait un deal avec le gouvernement et puis vous vous retrouvez à juste payer les frais de MNP ou les frais du professionnel qui fait ça. Donc, c'est bon à savoir si jamais vous êtes dans la situation. Des erreurs courantes. Erreurs courantes à éviter, c'est sûr que la semaine passée, où nous, on met l'emphase sur le message d'avoir des bons registres comptables. Donc, bonne information, vous payez votre juste part des impôts. Si votre information n'est pas en ordre, c'est sûr que vous pouvez payer plus. Là. C'est juste de faire attention. Délais non respectés cause beaucoup de stress, beaucoup de pénalités. Fausse déclaration, vous pouvez avoir des ennuis avec le gouvernement. Mauvaise compréhension des déductions et des crédits. Faites appel à un professionnel. Ne pas consulter un fiscaliste pour de la fiscalité, c'est un no-no. Faut juste consulter. Vous ne pouvez pas tout savoir. Vous êtes bon dans vous avez de belles idées, bon dans l'opérationnel. Cependant, au niveau fiscalité, au niveau déclaration d'impôt, c'est tout un autre domaine au complet. Là. Et puis, il y a des professionnels qui font ça au jour le jour. C'est bon de vous outiller, de vous aider, de vous faire aider plutôt. Étape à suivre, fait que le processus de déclaration d'impôt est très, très, très lié aux états financiers. Donc, nous, dans le programme, avec nos clients ou même dans le programme avec FACE et la TD, on va travailler avec certains d'entre vous pour faire vos états financiers puis vos déclarations d'impôts. Donc, nous, ce qu'on fait, on arrive avec une liste d'items. Donc, c'est sûr que c'est un travail collaboratif. Là, on va collaborer avec vous. Liste d'items, aller chercher, regardez votre tenue de livre, regardez les états financiers, faire la déclaration d'impôt. Et puis, next step, on ajoute de la valeur en regardant les optimisations fiscales qui sont capables d'être
d'être générés par votre compagnie. Donc, dans le fond, c'est ça le processus. Ça, je vous donne ça high level, mais ceux qui seront sélectionnés dans le programme de FACE et de la TD pourront plus tester ce processus-là. Les taux d'impôt. Donc, ça, c'est ce à quoi ça ressemble. Ça, c'est les grilles d'impôt, là. Donc, ici, on parle de taux d'imposition général sur les sociétés. Techniquement, si on regarde le Québec, une société qui fait, et puis ça, le tableau ici, c'est pas précisé là, mais c'est pour des compagnies qui font plus que 500 000 $ de revenus imposables. Donc, le revenu imposable, c'est vos revenus moins vos dépenses. On fait des ajustements fiscaux, ça vous donne votre revenu imposable. Donc, des compagnies qui font 500 000 et plus, fédéral 15%, Québec, on regarde 11,5%, certaines provinces ont 12, d'autres provinces ont 8%. Donc, techniquement, on se retrouve entre 29% et 23% au Canada. Québec, Ontario, la plupart d'entre vous, vous venez de là, ça sera un 26,5 pour 500 000 $, plus que 500 000 $. Où ça devient intéressant, c'est qu'on fait moins que 500 000 $. Quand on fait moins que 500 000 $, on a droit à des déductions en particulier qui font que le taux descend drastiquement. On regarde ici dans le tableau, là, quand on fait moins que 500 000 $, 500 000 $ et moins, Manitoba, il n'y a presque pas d'impôt. Donc, on se retrouve à payer juste le 9% au fédéral. Au Québec, on se retrouve à payer 12,2%. Ontario aussi, 12,2%, ce qui est très, très, très avantageux comparativement au taux personnel qu'on va voir dans la prochaine slide. C'est important de le réaliser, là. Donc ici, au niveau personnel, vous regardez les taux au Québec. Si on regarde revenus d'intérêt ou des dividendes, excusez-moi la slide en anglais, revenus d'intérêt ou de dividendes, on se retrouve à 53,3%, ce qui est énorme comparativement à 12%, 12,2% dans la compagnie ou 26% maximum, là. Donc, on a quand même un gros jeu ici, là. Donc, dans le fond, je vous ai présenté les taux. Là, on va regarder les structures fiscales. OK? Partie intéressante. Donc là, la plupart d'entre vous, normalement, quand on s'incorpore, on a l'actionnaire et puis on a la compagnie opérante. Donc la compagnie opérante ici, on a l'actionnaire. On se rappelle que l'actionnaire, s'il fait au Québec, il fait plus que 230 000, il se retrouve à être marginalement imposé à 53. Mais sa compagnie est imposée, si elle fait moins que 500 000 pour le même 230 000, la compagnie aura à payer 12%. Donc, la game qui se joue ici, là, c'est de s'assurer de garder le plus d'argent possible dans votre compagnie pour le réinvestir. Le réinvestir, on va voir d'autres structures. Là, ça, c'est la structure standard. C'est une structure qui est correcte pour le début, mais qui doit être mise à jour quand vous commencez à générer des surplus de fonds. C'est quoi j'appelle surplus de fonds? Donc, imaginez, vous avez votre operating company ou bien votre compagnie opérante ici, avec l'actionnaire en haut. Et puis, vous avez généré des revenus, payé toutes vos dépenses, payé toutes vos dettes. Il vous reste un 100 000 $ dans votre compagnie opérante. Si vous laissez le 100 000 $ dans la compagnie opérante comme ça, à chaque année, il va s'accumuler. En 10 ans, ça devient 1 million de dollars dans la compagnie opérante. Vous l'investissez dans la compagnie opérante. Advenant qu'au bout de l'année 10, vous avez une poursuite judiciaire et puis la compagnie opérante a une poursuite judiciaire et puis est retrouvée coupable de compenser la personne qui la poursuit. Le 1 million de dollars accumulé qui était assis dans le compte bancaire là, est exposé. Donc, pour éviter ce genre de situation, on met en place la structure prochaine. Sur la prochaine slide, vous la voyez en ce moment. Donc, dans le fond, on met en place un holding. Holding qui est une compagnie de gestion, on est une compagnie opérante. Donc, à chaque année, dans mon même exemple, quand vous avez 100 000 pièces, les 100 000 pièces va être payé par la compagnie opérante à la compagnie
de gestion via un dividende intercompagnie. On se rappelle qu'au niveau fiscal, un dividende intercompagnie sous certaines conditions n'est pas imposable. Donc, on ne paye pas d'impôt sur le 100 000. On a déjà payé l'impôt dans la compagnie opérante, c'est le surplus de fonds. On monte le 100 000 vers le holding. Et puis, le holding, compagnie de gestion, peut investir dans des stocks, investir dans l'immobilier, investir dans des produits d'assurance. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit, dans le fond, la richesse. Parce que ici, vous avez payé juste 12% d'impôts, 12,2 ou même au max 26. Vous n'avez pas payé 53%. Fait qu'il vous reste beaucoup plus d'argent après impôt. Vous montez les surplus de fonds dans le holding et ensuite, vous investissez ici. Donc, dans le holding, de toute façon, il n'y aura pas de poursuite judiciaire. La personne peut vous poursuivre, c'est juste des investissements. On peut vous poursuivre ici, mais si on vous poursuit judiciairement ici, ils n'ont pas accès forcément au surplus de fonds. Donc, le game plan ici, là, c'est de bien planifier quand vous êtes propriétaire, planifier votre budget familial personnel de telle sorte assorti de la compagnie pour vous personnellement, juste ce dont vous avez besoin pour vivre. C'est peut-être pour les premières années ou quand vous êtes en processus de croissance, là. Parce que ce que ça fait, c'est que vous laissez beaucoup plus d'argent dans vos compagnies et puis l'argent qui est resté dans vos compagnies est imposé à un taux plus faible. Si c'est imposé à un taux plus faible, il vous reste beaucoup plus d'argent après impôt pour réinvestir et puis créer de la richesse. C'est vraiment c'est la base de la création de la richesse, c'est la gestion financière, là. C'est vraiment comme ça, vous créez avec ce genre de structure, là. Et puis, on va aller plus loin. Je vais aller plus loin avec vous, où vous pouvez avoir une structure, ici, c'est une structure qu'on met en place juste pour protéger par rapport aux risques d'entreprise. Par exemple, si vous avez 3 lignes de service, et puis c'est des lignes de service qui grossissent, 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 et puis arrivent à un niveau où il y a des risques business différents pour chacune des structures. Vous avez l'opportunité de séparer chacune des business ou chacune des lignes qui ont des risques différents dans des compagnies différentes, de telle sorte que le risque d'une compagnie ne contamine pas forcément le risque de l'autre compagnie. Donc, si je suis dans une compagnie ici, je vais prendre un exemple, service financier, et puis là, j'ai une compagnie de consulting ou de construction, et puis je peux me faire poursuivre beaucoup. Ben, si je mets les deux ensemble, je vais contaminer une compagnie avec l'autre, les risques d'une compagnie avec l'autre. Donc, on met ce genre de structure-là pour se protéger opérationnellement. Et puis ensuite, si les surplus de fonds dans chacune des compagnies peut être reversés à une holdco, et puis après, vous, en tant qu'actionnaire, vous recevez soit un salaire ou un dividende, et puis on va le voir plus tard comment déterminer le tout. L'enjeu ou le challenge qui peut arriver dans une structure comme ça, c'est que vous, en tant qu'actionnaire, vous faites poursuivre personnellement. Donc, si quelqu'un vous poursuit personnellement, la personne peut avoir accès à tout votre groupe d'entreprises. Pour pallier ou pour protéger encore plus vos actifs, ce que vous faites, vous mettez en place ce qu'on appelle une fiducie, un trust. Donc, la fiducie, dans le fond, c'est un c'est un flow-through. Donc, la fiducie va va avoir des actions de chacune de vos compagnies. Et puis, vous allez être bénéficiaire, vos enfants vont être bénéficiaires, vous pouvez ajouter vos conjointes. La beauté de la fiducie, c'est que ce que la fiducie possède n'appartient pas aux bénéficiaires. Cependant, les bénéficiaires peuvent bénéficier de la plus-value ou des redistributions de revenus des compagnies opérationnelles vers la fiducie. Ce qui est d'une beauté fiscale parce que vous êtes protégé. Quelqu'un vous poursuit au personnel. Dans cette structure-là, il n'a pas accès à toute votre richesse. Donc, vous pouvez être là, OK, je ne vous dis pas d'aller chercher des poursuites judiciaires, mais ça vous protège. Quand vient le temps de vendre votre compagnie, la fiducie vous permet de multiplier ce qu'on appelle la déduction pour gain en capital. La déduction pour gain en capital, c'est une déduction qui existe au Canada où le premier 1,2 million
de gains en capital pour la vente d'actions d'entreprises admissibles. Entreprises admissibles, il y a des critères, donc ça doit être compagnie privée, compagnie canadienne, compagnie exploitée activement au Canada. Donc, si vous vendez ce type d'entreprise, le premier 1,2 million est exempté. Donc, chaque individu résident fiscal du Canada a droit à cette exemption de 1,2 million, by the way, qui augmente à chaque année. Avec l'inflation, à chaque budget fiscal, la déduction pour gain en capital augmente. Ce qui arrive, c'est que quand vous créez une fiducie comme ça, chacun des bénéficiaires a le droit au 1,2 million. Ce qui fait que s'il y a une vente d'entreprise à 12 millions et puis il y a 10 bénéficiaires dans la fiducie, chaque bénéficiaire va avoir droit à 1,2 million d'exemption sur le gain en capital. Admettons, le gain en capital est 12 millions. L'impôt doit être à peu près 20-25%. On parle de plusieurs milliers, presque 3 millions de dollars de taxes qui auraient dû être payées sans la structure comme ça. En mettant une structure comme ça avec plusieurs bénéficiaires, on se retrouve à réduire l'impôt presque à zéro ou à un montant minimal. Donc, imaginez-vous bâtir votre compagnie, la vendre à 10-12 millions de dollars et puis payer presque rien en impôt sur le gain en capital. Vous pouvez réinvestir ce montant que vous avez reçu, le produit de disposition dans d'autres business. Vous créez directement de la richesse. Là. En plus d'avoir créé de la richesse, quand vous transférez la compagnie à vos enfants, quand vous vendez la compagnie, il y a le minimum d'impôts à payer. Donc, c'est un avantage fiscal encore plus grand là, avec ce genre de structure. C'est sûr que mettre en place ce genre de structure, ça ne se fait pas à la veille d'une transaction. Il faut planifier. Moi, ce que je conseille, c'est 2-3 ans avant une transaction, planifier, parler à votre fiscaliste, regarder les différentes alternatives qui sont disponibles et puis faites en sorte de pouvoir mettre la bonne structure qui match avec vos besoins. Moi, j'ai un client qui commence sa business, je ne vais pas l'envoyer vers une structure comme ça. Là. On va aller plus vers une structure du type comme ça, si jamais il y a des surplus de fonds. S'il n'y en a pas, on peut commencer avec cette structure, puis tranquillement évoluer vers une structure qui répond au fur et à mesure à vos besoins. Je vais avancer dans la présentation. Je pense qu'on est bon dans le temps. Là, je voulais regarder les crédits, quelques crédits disponibles. On a parlé de déduction pour petites entreprises. Toute petite entreprise de moins de 500 000 dollars a droit à un certain nombre de déductions fiscales. C'est bon de les savoir. Crédit pour recherche et développement fédéral et puis provincial. Ça, c'est pour des compagnies qui font de la recherche et développement pour adresser une certaine incertitude technologique ou une incertitude sur un marché bien précis. Donc, le gouvernement de Québec fédéral et les gouvernements provinciaux vous donnent un crédit. C'est un des crédits les plus populaires, un des crédits les plus demandés. Et puis, chaque gouvernement, le gouvernement canadien, le gouvernement du Québec, le gouvernement provinciaux mettent de l'avant l'innovation, donc subventionnent beaucoup, beaucoup, beaucoup l'innovation. Donc, ce crédit-là, vous pouvez aller chercher 50 cents pour chaque dollar dépensé en recherche et développement. Là. Bon, c'est dans le maximum, là. C'est ça, là. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Pour chaque dollar que vous dépensez en recherche et développement, vous faites rembourser ou vous avez une réduction d'impôt de 50% étant une petite entreprise ou une entreprise privée. C'est un crédit qui est très, très, très bénéfique. Là. Déduction pour le bénéfice pour le bénéfice de fabrication et de transformation, ça pour les compagnies manufacturières. C'est beaucoup de déductions qu'on a, déductions au niveau de l'investissement aussi. Quand vous investissez dans des matériaux de fabrication, il y a des déductions fiscales qui existent, des crédits aussi qui existent. Pour ceux qui sont dans l'industrie des films et vidéos au Canada, on a des crédits d'impôt, on a des crédits d'impôt à l'étranger, crédits d'impôt pour dons, crédits si vous embauchez des stagiaires ou des gens en formation. Donc, c'est bon d'avoir une bonne idée de l'ensemble des crédits, mais c'est sûr que pour un workshop comme ça ou pour une présentation, je vous donne une high level, vraiment à haut niveau. Là. C'est quoi que vous devez savoir. Et puis, c'est vraiment poser des questions.
quand vous faites votre déclaration d'impôt, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce que je peux aller chercher, parce que ça va faire partie de votre gestion financière. Vous ne voulez pas laisser de l'argent sur la table, là. Donc, allez chercher le plus possible pour remettre et réinvestir dans votre compagnie. Euh, Prochain, ça c'est vraiment un enjeu qu'on voit beaucoup euh, au niveau des compagnies privées. Comment se rémunérer en tant qu'actionnaire? On a vu plusieurs structures. C'est bien beau, je vous ai dit, déterminer votre budget, mais après, comment on se rémunère? Deux manières de se rémunérer, soit un salaire, donc comme vous savez, T4, vous avez un registre de paye comme un employé, là, vous recevez votre salaire, ou dividende. Dividende, c'est comme des revenus, c'est une rémunération qui vient à même les revenus déjà imposés. Le salaire, c'est différent, on va le voir dans la prochaine slide. On va parler aussi de fractionnement de revenus. Est-ce que je peux impliquer des membres de ma famille dans la business? Est-ce que c'est légal, pas légal? Ce qui est important à retenir, il faut faire un test de raisonnabilité. Donc, vous pouvez mettre votre conjoint, conjointe, enfant dans la business. Cependant, il faut que la tâche qui est exécutée soit payée à valeur du marché. Vous ne pouvez pas mettre, je prends un exemple, un de vos membres de votre famille, réceptionniste, mais vous payez 1 million de dollars, ce n'est pas raisonnable. Il faut regarder le marché. Et puis, le gouvernement est vraiment insiste beaucoup là-dessus. Là. Bonus payable, vous pouvez vous payer des bonus aussi. Euh, au niveau du salaire versus dividende, euh, j'ai mis un peu quelques indices ici, là, sur c'est quoi on regarde pour prendre la décision. C'est quoi on regarde vraiment pour prendre la décision, salaire versus dividende. Il faut regarder quoi les caractéristiques. Un salaire, c'est un revenu régulier. Oui, c'est assujetti aux charges sociales. Donc, si vous ne voulez pas avoir d'enjeu au niveau RQAP, vous avez, peut-être vous voulez avoir un enfant bientôt ou vouloir recevoir les allocations, c'est bon d'avoir un salaire, ce qui n'est pas disponible au niveau dividende. Admissible pour le régime des rentes, des déductions de l'entreprise. Donc, un salaire, c'est une déduction. Donc, ça vous donne une économie d'impôt sur votre impôt qui est déjà de 12% ou 26% au niveau de la compagnie. Un dividende, c'est un montant qui est payé après impôt. Il n'y a pas de cotisation salariale là-dessus. Il n'y a aucune réduction d'impôt du particulier. Et puis, ce n'est pas une dépense d'entreprise. Cependant, le gouvernement, quand vous regardez les grilles dividendes versus salaire, le taux d'impôt des dividendes est un peu moins élevé que celui des salaires à cause de tous les avantages, parce que le gouvernement, comment ils ont écrit la loi, ils veulent s'assurer que vous payez un salaire ou un dividende, ça revient à la même chose au niveau fiscal, corporatif et puis individuel. Donc, c'est vraiment de faire attention, à ce volet-là. Souvent, j'ai des clients qui me posent la question, je dis, qu'est-ce que je dois prendre entre salaire et puis dividende? Mathématiquement, quand on fait la simulation, ils doivent se payer à 100% dividende. Mais quand on regarde au niveau qualitatif, le client va me dire, OK, regarde, Steve, j'ai besoin de mes allocations, je veux cotiser au réel. Et puis, ce n'est pas marqué sur la slide, là, mais si vous avez juste un dividende, il n'y a pas de cotisation réelle. Là. Vous n'avez pas de room, il n'y a pas de maximum déductible au type de réel si vous prenez une rémunération juste à titre de dividende. Donc, alors qu'au niveau salarial, oui, il y a une rémunération. Donc, si vous voulez économiser pour votre retraite via un réel, ben, ce serait bon d'avoir au moins une portion salaire dans votre rémunération. Puis ça peut être une combinaison des deux. Là. On peut avoir à la fois salaire, à la fois dividende, mais on peut combiner les deux. Donc, chaque cas est vraiment particulier. Chaque cas est vraiment... nous, on le regarde cas par cas. C'est une question de fait. Là. C'est en fonction de vos besoins, on peut vous conseiller la formule de rémunération salaire versus dividende. Je vais revenir en arrière rapidement
je voulais revenir en arrière rapidement pour regarder un peu ce dont on a parlé, fractionnement du revenu entre les membres de la famille. Souvent, on parlait de la structure avec une fiducie où on a plein de bénéficiaires là-dedans. Le fractionnement de revenus, c'est une loi qui a été passée, je pense, il y a peut-être 7, 8 ans par le gouvernement pour éviter le fait que, par exemple, moi, je suis entrepreneur, je fais 300 000, je split 100 000 chaque entre différents membres de la famille. Ces membres-là ne sont pas impliqués dans la business. Ils payent un impôt beaucoup plus bas et puis à la fin, je reprends le cash. Donc là, le gouvernement a mis en place la loi sur le fractionnement de revenus de telle sorte que si vous faites ça et puis les membres ne sont pas impliqués forcément dans la business, vous payez quand même le 53%. Donc, il faut faire vraiment attention quand on fait du fractionnement de revenus. C'est permis. Cependant, il faut s'assurer que les membres sont impliqués dans la business et puis que c'est documenté, des feuilles de temps, un contrat de consulting, de l'implication. Le gouvernement demande de voir ça. Donc là, je pense que j'ai fait ça. Là, je pense que ça termine le gros de ma présentation. J'ai mis vraiment quelques services que MNP fait. Ce n'est pas forcément tous nos services, en fait, tenue de livre, préparation d'état financier, de l'aide à l'obtention de financement, préparation de déclaration fiscale. Ce n'est pas exhaustif. C'est juste vous dire qu'on est dans le domaine. On fait beaucoup de planification fiscale, évaluation d'entreprise, on est dans le domaine et puis on veut aider les entrepreneurs. Et puis, c'est sûr qu'on aura l'occasion ultimement de se rencontrer et puis de développer nos relations ensemble et puis vous aider au niveau, regarder les opportunités fiscales qui existent dans vos différents dossiers. Et puis, ma présentation se termine là. C'était ma dernière slide. On va passer aux questions.